le plus puissant souverain d'Europe de l'époque, le roi de France Louis XIV, a souffert incroyablement du fait qu'il aimait les lavements. Plus précisément, il a souffert des conséquences d'un enthousiasme excessif pour ce type de procédure médicale, car le roi, pendant les 72 ans de son règne, a subi des milliers de pulvérisations internes. Le roi était pieusement convaincu que les compositions aromatisées à la bergamote, à l'angélique et à la rose non seulement améliorent considérablement le bien-être, mais contribuent également à une belle apparence. Et le plus noble des Français n'était que l'un des nombreux adeptes de ces procédures médicales. Pendant de nombreuses années, l'Europe a connu une véritable mode pour cette procédure d'amélioration de la santé. Mais contrairement à d'autres nobles et souverains, le roi de France est allé trop loin dans ce hobby et s'est tout simplement attiré une fistule du rectum, qui lui a valu d'incroyables tourments. D'après les souvenirs des contemporains de Louis XIV, il était d'une saleté épouvantable et n'aimait pas se laver. Et si pendant le séjour à la cour, ce défaut du roi se laissait en quelque sorte vivre sans trop de problèmes, lors de la campagne militaire de 1685, où il fallait vivre longtemps dans des conditions épouvantables et littéralement jour en selle, le souverain français s'attira plusieurs formations désagréables, que le corps affaibli du souverain ne pouvait vaincre. Il est important de préciser la localisation des plaies secrètes, non loin de la sortie naturelle du corps humain. Afin d'alléger les souffrances du roi et de guérir la plaie inguérissable, les guérisseurs de la cour ont dû appliquer plus de 2000 pulvérisations. Mais les interventions sont si fréquentes et si peu professionnelles que l'évolution de la maladie est aggravée par le fait qu'à côté de la sortie se forme une entrée qui se cicatrise progressivement et s'installe durablement dans le corps. Tout cela fait que dès le 1er septembre 1686, alors que la cour de France reçoit des dignitaires de la lointaine Thaïlande, alors appelée Siam, Louis XIV ne peut littéralement pas s'asseoir sur le trône, car la fistule lui cause des douleurs inouïes. La souffrance du roi se reflétait si clairement sur son visage que même la gravure de l'époque, consignant l'événement pour l'histoire, traduit très fidèlement l'expression du visage du malheureux. Déjà plus tard, l'ambassadeur, de retour dans sa Thaïlande natale, interrogé par ses compatriotes, répondit que le roi de France sentait la bête sauvage. La raison en était que la fistule atteignait le rectum de l'auguste personnage, d'où il émettait en permanence un tel ambre gris, que les yeux des autres en pleuraient. Au cours de l'été de cette année, le noble français ne quittait plus la pièce, non seulement parce qu'il était très embarrassé par sa situation actuelle, mais aussi parce qu'il ne pouvait plus marcher. Naturellement, tout cela a eu un effet catastrophique sur l'humeur du souverain. Les guérisseurs officiels de la cour ne peuvent que lever les bras au ciel, le cas est trop avancé et ils ne peuvent offrir que des lavements, des onguents et des bougies supplémentaires. Bien sûr, les pauvres médecins avaient peur de faire encore plus de mal au souverain et d'aller ensuite à l'échafaud. C'est alors que le médecin en chef a eu recours à une astuce singulière. Il a proposé de demander de l'aide à un chirurgien barbier itinérant très célèbre. En gros, il a dit « Ce n'est pas notre faute. Il convient d'expliquer immédiatement que depuis le Moyen Âge, des chirurgiens barbiers, des demi-médecins, voire de simples charlatans, gagnaient leur vie en parcourant l'Europe et en soignant les gens du peuple du mieux qu'ils le pouvaient. Les connaissances de ces spécialistes, n'étant pas très étendues, les opérations sans anesthésie ne s'adressaient à eux qu'en cas de très grande nécessité. C'est pourquoi, pour que l'outil ne reste pas inactif, des hommes d'affaires très expérimentés pouvaient tailler la barbe et couper les cheveux au scalpel. Et lorsqu'une dent faisait mal, ils pouvaient l'arracher et obtenir l'argent qu'ils méritaient. Mais à l'arrière-plan des barbiers, il y avait de véritables créateurs de leur métier, qui aimaient sincèrement la médecine et se fourraient la main dans de lointaines pérégrinations. Il est heureux que Charles-François Félix lui-même soit arrivé à Versailles, un vrai chirurgien, dont la renommée a précédé de loin celle de son attelage. Le chirurgien est seulement un peu barbier à bord de son travail en toute responsabilité. En examinant la fistule du roi, il a immédiatement déclaré qu'il n'y avait jamais eu de cas aussi négligé dans la pratique médicale. Il a donc fallu du temps pour mettre au point la bonne méthodologie et les bonnes expériences. Pour que les expériences progressent plus rapidement, Charles-François commence à faire venir de tous les coins de France des condamnés des prisons qui souffrent d'une maladie similaire.
L'histoire ne cache pas que nombre de ces patients involontaires n'ont pas résisté aux expériences et ont rendu leur âme à Dieu. Malgré cela, Félix a pu se vanter à un moment donné que la plupart de ses clients étaient en voie de guérison. Il était donc impossible de tergiverser, car les souffrances du roi ne faisaient qu'empirer. Le roi avait alors 48 ans et les possibilités de guérison naturelle des tissus avaient déjà considérablement diminué en raison de l'âge. Félix a cependant compris que le secret de la réussite consistait à exciser la fistule le plus rapidement possible et à attendre que les tissus cicatrisent correctement, en établissant les connexions nécessaires. Le 18 novembre 1686, Louis XIV, au visage anxieux et pâle comme la craie, s'allonge sur la table d'opération pour la première fois de son histoire. On sait que le plus important des Français prononça dans cette situation une phrase très juste. « Seigneur, je me remets entre vos mains. Je me remets entre vos mains. » Puis il s'allongea sur un rouleau, le ventre vers le bas, et écarta les jambes. Charles François est très inquiet. Et le roi, constatant l'incertitude du chirurgien engagé, fait soudain preuve de courage et recommande de le traiter comme s'il s'agissait d'un vulgaire gisant devant Félix. Le chirurgien se met alors au travail. Bien que Louis XIV soit manifestement contraint d'endurer de vives douleurs, il n'émet pas un seul son. Le ministre de la guerre, qui tient la main du souverain, ne cesse d'encourager le malheureux et de commenter ce qu'il voit devant lui. Cet incroyable supplice cure dura 2 heures. Et lorsque Charles François, dégrisé, eut terminé l'exorcisme, il confia volontiers à d'autres spécialistes le soin de panser le roi, et lui-même s'effondra sur une chaise, sans force. Tous les pansements ont été imbibés de vin de Bourgogne pour être sûrs. Aucune autre mesure de décontamination n'a été envisagée. Malheureusement, après la première opération, le gouverneur ne s'inquiète pas et dès le lendemain, pour montrer son courage et sa fermeté, il commence à recevoir des délégations en personne. Le 7 décembre, lorsque le barbier décide de vérifier le processus de guérison, il est horrifié, car le processus de prolifération des tissus se déroule manifestement mal. Une deuxième intervention chirurgicale, plus douloureuse, a suivi. Une fois de plus, le puissant organisme du noble français n'a pas failli et lui a permis de supporter la souffrance. Cette fois-ci, Louis XIV ne résiste pas et décide de passer une semaine entière au lit, sous la surveillance constante du torturé Charles François, qui tient au 5e point du roi comme à la prunelle de ses yeux, car il a très peur d'aller à quelque analogue de la Bastille de l'époque, en cas d'échec. Et miracle, après de nombreuses années de tourments, le roi se promenait déjà en février dans sa serre préférée, bien qu'avec une démarche hésitante, et en mars, il s'asseyait sur son cheval favori comme si rien ne s'était passé. La joie des proches et des amis de Louis XIV est si grande que sa maîtresse, Madame de Maintenon, ordonne la composition et l'exécution d'un hymne spécial, God Save the King, qui plaît beaucoup aux invités anglais. Comme les Anglais de l'époque ne connaissaient pas grand-chose à la musique, ils ont simplement essayé de copier le son de la musique et d'y ajouter de nouvelles paroles, qui sont devenues bien plus tard l'hymne de la Grande-Bretagne. À propos, il convient de préciser que, comme de nombreux courtisans ne comprenaient pas l'utilité si étrange de la couche du roi, après la première opération, la cour a lancé une étrange mode de bandage du bassin. Les sujets ont donc essayé de suivre les nouvelles tendances en matière d'habillement du palais. Charles-François Félix lui-même, pour son exploit médical, reçut une véritable carte blanche pour ses expériences, un titre de noblesse, un nouveau nom de famille, de Tassy, d'immenses propriétés foncières et occupa dès lors le poste de premier médecin de la cour royale. À son tour, une véritable file d'attente de nobles et de notables s'est formée autour de lui pour effectuer des opérations similaires. Et beaucoup d'entre eux ne souffraient même pas de la fistule, mais cherchaient simplement, après avoir connu les mêmes souffrances que le souverain, à s'attirer les faveurs de Louis XIV. C'est ainsi que la fistule est devenue une maladie aussi noble que la goutte, et que l'on trouve encore dans les musées de France le même instrument médical légendaire qui a vu les nobles les plus haut placés et le roi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.